Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, notre sujet sera focalisé sur la maladie de Parkinson et sa prise en charge éducative. C'est quoi la maladie de Parkinson et par quoi elle se présente et quelle est la place de la kinésithérapie dans la prise en charge de cette maladie? Alors, on peut définir la maladie de Parkinson comme étant une affection neurodégénérative, hein. C'est une maladie qui est évolutive. Elle se caractérise par une évolution qui est très lente et il s'agit d'un syndrome extra-pyramidal. Bien sûr, lorsqu'on parle du syndrome extra-pyramidal, on parle d'une association des différents signes cliniques tels que le tremblement et la kinésie et l'hypertonie. Le tremblement, c'est le premier signe de la maladie de Parkinson, un tremblement au repos, juste au repos, parce qu'il disparaît lors de la réalisation du mouvement volontaire et lors du sommeil. Il n'y a plus de tremblement lors du sommeil. Et il peut être accentué par le stress et par les émotions, etc. Quoi d'autre? Le deuxième signe, c'est la kinésie. La kinésie qui se traduit par une lenteur des gestes, c'est ce qu'on appelle une bradykinésie. Donc, il y a une lenteur des gestes. Par exemple, lorsqu'on voit la marche comment elle est, le patient trouve une difficulté à marcher, hein. Le démarrage est toujours en retard et il marche lentement avec des petits pas et la tête est toujours fixe, seulement les yeux qui bougent. Quoi d'autre? Aussi, dans le cadre de la kinésie, on peut parler de la micrographie. La micrographie, ça veut dire les troubles de l'écriture, tout simplement. Parce que l'écriture, c'est un mouvement combiné, c'est un mouvement complexe. Et la maladie de Parkinson se caractérise par des troubles de la coordination lors de la réalisation des gestes et des mouvements combinés. C'est ce qu'on appelle l'apraxie parkinsonienne. D'accord? Donc, l'écriture, c'est un mouvement combiné parce que la fonction de l'appréhension, c'est une fonction qui implique le système nerveux sensoriomoteur et qui nécessite un contrôle coordonné dans le temps des deux actions participant à sa réalisation. La première action, c'est euh, le transport des membres pour déplacer la main vers l'objet. Et la deuxième action, c'est la prise de l'objet. Donc, on a deux actions dans un seul mouvement. C'est un mouvement combiné. D'accord? Il y a des muscles intrinsèques et des muscles extrinsèques qui interviennent dans ce mouvement combiné pour écrire. Donc, lorsqu'il y a une difficulté à réaliser le mouvement combiné, c'est ce qu'on appelle une apraxie parkinsonienne. D'accord? Et on peut parler aussi de la dysarthrie, ça veut dire une difficulté à articuler, hein. Le patient n'arrive pas à parler couramment, il parle avec des mots qui sont saccadés et qui sont mal organisés. Quoi d'autre? Le troisième signe, c'est quoi? C'est l'hypertonie. L'hypertonie, c'est quoi? Tout simplement, c'est la rigidité musculaire. Et le signe qui signifie l'hypertonie, c'est le signe de l'oreiller, comme son nom l'indique. Le signe de l'oreiller, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le patient n'arrive pas à mettre sa tête sur le sol, même sans oreiller, hein. Même sans support physique, la tête reste toujours décollée du sol. Pourquoi? Parce qu'il y a une atteinte de la posture. On trouve une hypersyphose dorsale et une hyperlordose cervicale. Et cela, bien sûr, est dû à la rigidité des muscles de la région cervicale et la rigidité des muscles dorsaux. D'accord? Donc, généralement, lorsqu'on parle de la maladie de Parkinson, automatiquement, il s'agit d'un syndrome extra-pyramidal. Et le syndrome extra-pyramidal associe trois signes principaux. On a l'hypertonie, on a le tremblement, on a la kinésie. D'accord? Il y a aussi d'autres signes, des signes inconstants, comme par exemple la douleur. Le patient va sentir des douleurs rachidiennes, cervicalgie, ou bien scapulalgie, bien dorsalgie, ou bien lombalgie. On trouve aussi des troubles visuels. On peut trouver des troubles de la déglutition. Et même parmi les complications qu'on peut trouver, c'est l'hypotension orthostatique. On peut trouver aussi des troubles sphinctériens dans le stade avancé, des troubles respiratoires, hein. On trouve aussi les troubles psychologiques et les troubles psychosociaux. Alors, on passe maintenant à l'évolution de la maladie. Normalement, c'est une évolution qui est très lente, comme j'ai déjà dit. Euh, on peut parler de 5 stades. D'accord? Donc, la maladie se déroule selon 5 stades, mais cela ne veut pas dire que tous les patients vont atteindre le stade gravataire. D'accord? On ne connaît pas l'origine de la maladie, donc on ne peut pas savoir et on ne peut pas prévoir l'évolution de la maladie et on ne peut pas prévoir le patient comment il va être
dans les années à venir. D'accord? Donc, on a 5 stades, mais on trouve parfois un patient qui souffre de la maladie de Parkinson, mais la maladie cesse d'évoluer dans le deuxième stade. Ça veut dire que le patient va rester autonome. D'accord? Il peut faire tous les actes lui seul, sans aide de la part d'une tierce personne. Il peut même travailler à l'extérieur, sans aucune anomalie, sauf quelques handicaps qui sont légers et qui ne gênent pas la vie quotidienne des patients. D'accord? Par contre, on trouve d'autres patients qui sont parkinsoniens et la maladie dépasse le quatrième stade vers le stade gravataire. On trouve un patient qui est toujours alité, il y a une perte totale de l'autonomie, il n'arrive même pas à s'asseoir, ni à se mettre en position debout, ni à marcher. On trouve des complications qui sont difficiles et qui sont néfastes, comme par exemple les troubles sphinctériens et les troubles respiratoires, etc. Donc, les cas se diffèrent. En général, on a 5 stades. Le premier stade se caractérise par une atteinte qui est unilatérale, sans handicap. Ça veut dire que les symptômes se manifestent seulement dans un seul côté. Le deuxième stade, dans le deuxième stade, l'atteinte va devenir bilatérale, sans handicap. Et pour le troisième stade, il se caractérise par une atteinte qui est bilatérale avec un léger handicap. Ça veut dire qu'il y a une impotence fonctionnelle qui est légère à modérée. Et dans le quatrième stade, le patient commence à perdre partiellement son autonomie. Et dans le cinquième stade, le patient va perdre totalement son autonomie. Il est alité, il n'arrive pas à s'asseoir. Il y a des troubles sphinctériens. Il peut être même sous ventilation artificielle, etc. Alors, on passe maintenant à ce que nous concerne, c'est la rééducation. Et bien sûr, on commence par la réalisation des bilans nécessaires. Dans la première séance, on doit examiner notre patient. On commence par l'anamnèse et la vérification du dossier médical. On doit savoir l'âge, les antécédents, la profession, est-ce qu'il suit un régime alimentaire ou pas. Donc, on doit réunir tous les renseignements qui vont nous aider dans le protocole de rééducation qu'on va le suivre. Quoi d'autre? On fait un bilan morphologique pour détecter les déformations et les attitudes vicieuses qui existent chez le patient. On commence par le rachis cervical, le rachis dorsolombaire, le rachis sacro-coccygien. Puis on cherche les déformations qui existent au niveau des autres articulations périphériques, comme par exemple les épaules. Est-ce qu'il y a un déséquilibre de la ceinture scapulaire? Est-ce qu'il y a un déséquilibre au niveau de la ceinture pelvienne, etc. On fait aussi un bilan fonctionnel, ça c'est très important aussi, pour évaluer le degré de l'autonomie des patients. Par exemple, le transfert et le retournement dans le lit. Est-ce qu'il est capable de changer sa position lui seul, sans aide de la part des tierces personnes? Après, il faut voir la marche, comment elle est. Est-ce qu'elle marche d'abord? Si oui, comment elle marche? Est-ce qu'il y a une boiterie ou pas? S'il y a une boiterie, quel type de la boiterie? Et quels sont les muscles qui sont faibles ou bien qui sont contractés et qui gênent la marche? Est-ce qu'elle arrive à monter les escaliers, etc. Et aussi, dans le bilan fonctionnel, il faut chercher les signes de l'atteinte cérébelleuse. Ce sont les ataxies. Par exemple, en position debout, est-ce qu'il est capable de garder son équilibre en position debout sans élargir le polygone de sustentation, etc. Donc, on fait un bilan fonctionnel. On fait aussi le bilan de la douleur, parce qu'on a déjà dit tout à l'heure que le patient va sentir des douleurs rachidien, que ce soit cervicalgie ou bien dorsalgie ou bien scapulaire, etc. Donc, il faut savoir l'origine de cette douleur. Est-ce qu'elle est d'origine articulaire ou musculaire, etc. Quoi d'autre? On fait aussi un bilan respiratoire. Ça, c'est indiscutable parce qu'on a déjà dit qu'il y a une atteinte de la posture. On trouve par exemple une hyperlordose cervicale, une hypercyphose dorsale, et on peut trouver une scoliose. Donc, ce sont des déformations rachidien sur le plan frontal et sagittal. Et les déformations rachidien, bien sûr, vont influencer sur la cage thoracique et automatiquement, il y aura des troubles respiratoires. Quoi d'autre? Parmi les bilans qu'on fait aussi, c'est le bilan neurologique. On a la sensibilité et on a la spasticité. On peut mettre en œuvre l'échelle d'Ashworth ou bien l'échelle d'Ashworth étagée. Donc, généralement, on doit examiner notre patient, on fait un examen global et à travers les résultats, on va tracer les objectifs de notre prise en charge.
Pour la rééducation proprement dite, normalement, on ne peut pas parler d'un protocole qui est fixe et qui est commun chez tout le monde. Pourquoi? Parce que chaque cas est différent à un autre. D'accord? Euh, on travaille selon l'état du patient et on travaille selon les signes cliniques. On trouve un patient qui souffre de la maladie de Parkinson et qui se présente avec des troubles visuels, par exemple, et avec des troubles de la déglutition, mais il marche, que ce soit une marche qui est normale ou pathologique. L'essentiel, il marche. Et de l'autre côté, on trouve un patient qui est parkinsonien, mais il ne marche pas. Il est spastique, il se présente avec un déficit moteur au niveau des membres inférieurs, que ce soit une paraplégie ou bien une paraparésie, il utilise la chaise roulante. Donc, ce n'est pas le même cas. Le protocole qu'on doit le suivre avec ce patient est différent à celui qu'on doit le suivre avec l'autre patient. D'accord? Donc, on travaille selon les signes cliniques et on travaille aussi selon l'évolution de la maladie. La rééducation, normalement, se déroule selon 3 phases. Brièvement, la première phase, c'est la phase précoce qui englobe les 3 premiers stades qu'on a déjà cités tout à l'heure. La deuxième phase, c'est la phase de l'installation de la maladie, c'est le 4e stade. Et la 3e phase, c'est la phase finale, c'est la phase avancée, c'est le 5e stade. Alors, on commence par la première phase, c'est la phase précoce. C'est lorsque le diagnostic est posé. Après une telle consultation médicale, le patient va subir des examens cliniques et le médecin traitant va poser le diagnostic. Dans cette phase, le patient est autonome. Il connaît sa maladie, mais il est autonome. Il peut faire tous les actes lui seul. Donc, il doit bénéficier de cette phase, cette période qui est dite la période de lune de miel. D'accord? Cette période, elle est dite la période de lune de miel. Il doit pratiquer une activité sportive d'une façon qui est régulière. Pourquoi? Pour améliorer ses capacités physiques et ses capacités cardiovasculaires et respiratoires et musculaires. Hein? Et l'activité physique doit être basée sur les exercices d'endurance, comme par exemple la marche ou bien la natation, qui peut être effectuée en plein air, c'est possible. D'accord? Donc, dans cette phase, la kinésithérapie est purement préventive. Le patient doit améliorer ses capacités physiques avant que la maladie s'aggrave. Dans le deuxième stade, bien la deuxième partie, c'est la phase de l'installation de la maladie. Et lorsque je dis l'installation de la maladie, ça veut dire que les symptômes commencent à s'aggraver et le patient commence à perdre partiellement son autonomie. Et dans ce cas, la pratique de l'activité physique individuellement devient difficile. Donc, le kiné doit programmer un protocole de rééducation en fonction de l'état du patient. Et normalement, les séances de la rééducation dans cette phase doivent être axées et focalisées sur la rééducation posturale et proprioceptive. Le travail de la marche dans les barres parallèles, les exercices de la coordination et aussi le travail de l'équilibre, par exemple en position de dos, l'appui unipodal et bipodal en utilisant le tableau de Freeman, etc. Et aussi dans cette phase, l'ergothérapie est intégrée dans la prise en charge. Ça c'est très important aussi parce qu'on fait un travail d'équipe, hein. On travaille en collaboration pour aider le patient. Donc l'ergothérapeute peut se déplacer lui-même chez le patient pour lui proposer des moyens à utiliser en fonction de son handicap, pour lui faciliter la vie. Et il y a aussi le psychiatre, bien sûr, bien le psychologue. Donc ça c'est très important aussi parce que l'accompagnement social est très important dans ce cas. Et l'handicap et le déficit moteur laisse un impact péjoratif sur la santé mentale des patients et sur le côté psychique des patients. D'accord? Quoi d'autre? On passe à la 3e phase, c'est la phase finale, c'est la phase qui est avancée. Le patient devient incapable de faire les gestes de la vie courante, il va perdre totalement son autonomie et dans ce cas, le rôle de la kinésithérapie, c'est le maintien du jeu articulaire par la mobilisation passive des 4 membres et aussi parmi les objectifs de la rééducation dans cette phase, c'est la lutte et la prévention contre les troubles circulatoires parce que les troubles circulatoires et
les problèmes thromboemboliques euh, peuvent s'installer suite à l'inactivité et suite à l'allaitement prolongé. Parce que lorsqu'on arrive à un stade qui est avancé, le patient est toujours allaité. Il n'arrive pas à s'asseoir, il n'arrive pas à se mettre en position de repos. Donc, il faut lutter contre les troubles trophiques et circulatoires. Et aussi, parmi les objectifs de la rééducation de cette phase, c'est la lutte contre euh, les rétractions musculotendineuses. Hein, les rétractions musculotendineuses qui ont tendance à s'installer au niveau des extrémités et au niveau du tronc. Et leur présence gêne encore plus la motricité et favorise l'apparition des déformations morphologiques et l'apparition des attitudes vicieuses. D'accord? Et aussi, parmi les objectifs de la rééducation, c'est la correction des attitudes vicieuses. Ça, c'est très important aussi. S'il y a des déformations, il faut les corriger par les exercices des étirements, par la posture, des postures qui sont actives si le patient est capable de faire les postures activement et aussi l'appareillage. Le médecin traitant doit prescrire euh, par exemple un corset anti-céphose ou bien anti-scoliose en fonction euh, de l'attitude vicieuse qu'il faut la corriger. Donc c'est ça en général. Pour récapituler, la kinésithérapie se déroule selon trois phases. La première phase, c'est la phase précoce. La kinésithérapie est purement préventive parce que le patient est autonome, il peut travailler lui seul. Dans les deux dernières phases, euh, la kinésithérapie devient curative. Dans la deuxième phase, on fait un travail de l'équilibre et le travail de la marche, le travail de la coordination. Et dans la troisième phase, le patient est alité, on travaille passivement, bien sûr la mobilisation passive et la lutte contre les troubles circulatoires et aussi la kinésithérapie respiratoire en cas de besoin. S'il y a des troubles respiratoires, on peut mettre en œuvre les techniques de la kinésithérapie respiratoire.